Bonsoir, merci pour votre attention sur Éclair TV. Nous réfléchirons ce soir sur la grève des collectivités. Pourquoi perdure-t-elle maintenant, d'ici en tout cas la semaine prochaine, nous en serons à un mois de grève. Nous réfléchirons également sur les incidences socio-économiques de la COVID-19 concernant la Guadeloupe. Quelles sont les incidences en termes de précarité renforcée par les difficultés économiques. Puis nous nous intéresserons au report des élections qui initialement étaient prévues au mois de juin, mais dont on ne sait, il faut que nous restions prudents, dont on ne sait si elles seront maintenues à cette date. En tous les cas de figure, quelles en seront les incidences. Alors, la grève dans les collectivités territoriales. Rappelez-vous que les protagonistes, c'est le moins qu'on peut se dire, puisque ça dure bientôt un mois, se sont lancés sur le terrain du droit. Et me semble-t-il qu'il s'agissait là d'un terrain difficile, en tout cas plus d'un bourbier qu'une référence à des éléments de nature à faire avancer l'objet du litige. Alors, pour rappel, le premier point des négociations a buté sur le fait que la commission administrative paritaire donne simplement un avis. Effectivement, c'est ce que dit la loi du 26 janvier 1984. Ce n'est qu'un avis, et compte tenu qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme, on se retrouve dans une situation où les maires n'ont aucune obligation de suivre l'avis de la CAP. Maintenant, les syndicats, sur un autre aspect juridique, estiment, et c'est également prévu par le Code général des collectivités territoriales, que lorsque la CAP a donné un avis, il appartient au maire, dans le mois qui suit l'avis, de faire savoir officiellement donc, à la CAP, par l'intermédiaire du centre de gestion, s'il entend ou non appliquer les avis pour lesquels la CAP s'est prononcée. Et donc, la situation bloque parce que d'un côté, les maires, en tout cas les exécutifs, invoquent leur pouvoir souverain d'appréciation dans la mesure où ils n'ont pas compétence liée avec l'avis de la CAP. D'un autre côté, les syndicats disent « mais vous aviez un mois pour répondre et vous ne l'avez pas fait ». Alors, qu'en est-il exactement? Et ça a été l'occasion de se préoccuper sur un autre aspect autour de la question du droit suivante. Est-ce que le non-respect de la procédure visant dans le mois qui suit à informer la commission administrative paritaire de l'intention de ne pas suivre ses avis, est-ce que le fait que la quasi-totalité des municipalités n'ait pas respecté ce délai de mois les oblige à prendre en considération les avis de la CAP? Eh bien, vous verrez que non. Non, pour deux raisons. La première, j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à consulter la jurisprudence d'Anthony. Je vous donne très rapidement ses références. Elle est accessible sur n'importe quel moteur de recherche. C'est Conseil d'État 335 033. Conseil d'État 335 033. Que dit cette jurisprudence? Lorsqu'une décision a été prise, par exemple, un maire décide de ne pas suivre intégralement les avis de la CAP. Cette décision, si elle n'a pas respecté les procédures, ne vicie pas pour autant, donc ne crée pas ce qu'on appelle un vice de forme dans la décision qui serait susceptible de l'entacher de nullité, donc ne vicie pas pour autant le fait que l'exécutif n'a pas respecté la procédure. Sauf que le Conseil d'État a balisé sur deux critères. Le premier, il ne faut pas que cette procédure ait une influence sur la décision. Ça veut donc dire que si le vice de procédure a eu pour conséquence de modifier la décision, en tout cas de l'orienter dans un sens qui serait défavorable à celles ou celui qui devait en bénéficier, il est incontestable qu'il y ait annulation. Mais s'il n'y a pas cet aspect-là, il n'y a donc pas lieu d'annulation, d'autant plus qu'il y a un deuxième critère mis en place par le Conseil d'État, c'est celui de garantie. À savoir que non seulement
Le vice de forme ne doit pas influencer négativement la décision, en tout cas en défaveur du bénéficiaire, mais en plus, il ne doit pas priver le bénéficiaire d'un certain nombre de garanties. S'il ne prive pas de garanties et qu'il n'influence pas la décision, le vice de forme n'entraîne pas systématiquement un rejet, en tout cas l'annulation de la décision. Et nous pourrons aller beaucoup plus loin dans l'analyse, en particulier la Cour administrative d'appel de Marseille. Donc je vous donne les coordonnées parce que c'est intéressant de vous inquiéter en tout cas du contenu. C'est 11 MA 04 831. Je répète, 11 MA 04 831. Pourquoi je cite cette jurisprudence que vous pouvez consulter sur n'importe quel moteur de recherche? C'est tout simplement parce qu'elle a l'avantage de statuer, en tout cas le juge a considéré, concernant un litige de commission administrative paritaire. Par exemple, le cas d'espèce qui nous concerne, un agent avait été stagiarisé. Après le stage, il s'agit de savoir s'il est titularisé ou pas. En fait, le maire a donné un avis défavorable à sa titularisation. Donc, le maire a refusé sa titularisation. La commission administrative paritaire a donné un avis défavorable au refus du maire de le titulariser. La question de droit est très simple. Est-ce que le maire peut pour autant refuser la titularisation ou est-ce que c'est l'avis de la commission administrative paritaire qui s'impose au maire? Et sans aucune ambiguïté, le maire a eu gain de cause dans la mesure où le juge, dans ses considérants de principe, a considéré que la CAP ne donne qu'un avis, que l'avis n'est pas une garantie et que de toute façon, l'avis défavorable qui a été donné, quand bien même la procédure n'a pas forcément été respectée, puisqu'il s'agissait d'un problème de litige sur la composition de la CAP elle-même, donc encore plus grave que le problème du délai de mois qui n'a pas été respecté par les maires. Et effectivement, la Cour administrative d'appel de Marseille a considéré donc qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision du maire refusant au motif que, 1, il n'y a pas de garantie associée à l'avis de la CAP et que, d'autre part, le vice de forme lié à une composition, en tout cas non réglementaire de la CAP, n'a pas pour incidence d'influencer négativement la décision en défaveur. Donc, de manière globale, à l'exception des cas de figure que j'évoquais précédemment, si la décision n'a pas d'influence, en tout cas négative, sur l'avenir de l'agent par rapport à ses droits individuels, les maires qui n'ont pas respecté les délais visant à donner leur accord ou pas par rapport aux avis de la CAP ne sont pas pour autant, en tout cas de manière systématique, dans une situation difficile. Mais vous aurez compris que rester sur le terrain du droit reste, en tout cas, met les acteurs dans une situation de confrontation dont le rapport de force risque malheureusement d'être la seule issue. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez constaté que, voyant cette situation de blocage, un certain nombre de collectivités ont commencé à négocier avec les sections communales ou les exécutifs des collectivités majeures ou EPCI, directement avec les sections syndicales de l'UGTG. Et là, coup de théâtre, alors même qu'il y a des consensus qui se dégageaient d'abord pour que les agents puissent bénéficier de 35 heures quand ils sont à 1-2 ans du départ à la retraite, que certaines collectivités étaient prêtes à suivre intégralement les avis de la CAP, donc de permettre à tous ceux qui ont bénéficié d'une promotion d'accéder à leur promotion, étaient également prêtes, ces collectivités, à pouvoir étaler dans le temps les rappels, d'autant plus que certains rappels pouvaient remonter à 2 ou 3 ans. Et coup de théâtre, la centrale de l'UGTG a demandé à ces sections de mettre fin, en tout cas de suspendre momentanément toute négociation sectorielle, donc commune par commune. Alors essayons de comprendre pourquoi. En fait, et on revient encore
aux difficultés posées par le droit. La loi d'août 2019 de transformation de la fonction publique territoriale n'impose plus dorénavant que lorsque un maire ou un exécutif, quel qu'il soit, veut promouvoir un agent, que cette promotion soit soumise à l'avis de la CAP. Ça veut dire que le droit a évolué dans le sens où des décisions exécutives par exécutif prennent de toute façon le pas sur une consultation globale des partenaires sociaux. Et ce que cherche l'UGTG, c'est justement à ce qu'il puisse y avoir un accord cadre qui soit signé avec l'association des maires. Cet accord cadre va déclencher, en tout cas va mettre en place un certain nombre de principes et l'UGTG espère que ces principes vont progressivement s'imposer aux maires qui doivent définir ce qu'on appelle des orientations de gestion et que ces orientations de gestion encadrées par les principes de l'association qui ont été négociés avec l'association des maires permettraient aux différents syndicats d'avoir quand même un droit de regard puisque le comité technique, qui n'est plus forcément paritaire, reste et que ces règles évitent que les élus aient la liberté totale, en tout cas de manière discrétionnaire, de promouvoir qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'il y a ce point de crispation sur le problème des agents, puisque le droit met les élus encore plus à l'aise dans la mesure où ils n'ont même plus à passer par la commission administrative paritaire. Cependant, et je vais en conclure sur ce point, la loi impose à chaque collectivité de mettre en place ce qu'on appelle des orientations de gestion, y compris au niveau des ressources humaines. Ça veut dire que même si les maires disposent d'un pouvoir large d'appréciation, il y a une liberté qui en même temps les contraint. De fait, pourquoi? Parce que le maire ne pourra plus se passer d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire savoir dans les 5 ou 10 ans à venir, est-ce qu'il conserve certains services? Est-ce qu'il externalise, comme ça se fait par exemple pour les ordures ménagères, à des entreprises privées, au regard de ces logiques d'externalisation ou voire même de mutualisation? Est-ce qu'on conserve la cantine communale ou est-ce qu'on fait une cantine intercommunale? En fonction de la réponse à ces questions, il faut donc mettre en place ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui nécessite également, que les maires qui assurent la promotion des agents doivent veiller à ce que ces agents soient formés. Donc, mettre en place un plan de formation. Enfin, n'oublions pas que nous en sommes à une situation telle qu'un plan de formation s'impose aux différentes collectivités pour la simple et bonne raison que celui qui a un grade et qui passe au grade au-dessus sans avoir forcément eu les moyens managériaux, en tout cas lui permettant de pouvoir exercer les responsabilités de son nouveau grade dans des conditions qui soient les plus opérationnelles que possible, eh bien celui qui n'a pas fait de formation va se retrouver vraisemblablement dans une situation difficile et la promotion est nécessaire pour la carrière des agents, mais l'accès à un niveau de grade implique des responsabilités que l'agent doit pouvoir être en mesure d'assumer. Enfin, n'oublions pas qu'élément important de la gestion des ressources humaines, il y a la pyramide des âges qui dit dans les 4, 5, 6 ans combien d'agents partiront à la retraite, ce qui amène les collectivités à réfléchir également sur leur stratégie de recrutement au regard des critères que nous avons évoqués précédemment. Donc, attendons voir jusqu'où ira le rapport de force. On a bien compris que l'UGTG veut d'un accord cadre et que même la proposition de l'association des maires visant à se réunir autour d'un groupe d'experts ne peut pas avoir, en tout cas, ni la caution ni la participation de l'UGTG, puisque ce qui intéresse le syndicat, c'est la définition de règles qui seront ultérieurement mises en œuvre et qui permettent aux maires, en tout cas aux exécutifs, de faire leur choix, mais au regard
de critères qui seraient plus ou moins encadrants. Voilà, nous avons terminé avec cette problématique liée à la grève des collectivités et nous allons nous interroger sur les incidences de la COVID-19 et l'augmentation de la précarité ou de la pauvreté à la Guadeloupe. Vient le moment de nous interroger sur les conséquences de la COVID-19 sur l'évolution de la précarité à la Guadeloupe, sachant que nous ne pouvons faire qu'un certain nombre de projections eu égard aux faibles délais et aux peu de travaux qui ont été publiés, mais un certain nombre d'entre eux que nous citerons tout à l'heure laissent déjà à penser que la situation va s'annoncer difficile. Avant d'entrer dans les détails de ces travaux, il y a deux éléments sur lesquels je souhaiterais insister. D'abord, en lisant les statistiques de l'INSEE et particulièrement les éléments de conjoncture pour le troisième trimestre 2020, on constate que l'INSEE estime que la baisse du produit intérieur brut par habitant de la Guadeloupe sera d'environ 8 points, alors même qu'il est prévu une baisse entre 10 et 12 points sur la métropole, en fonction des différentes régions. Pourquoi la crise de la coronavirus aura moins d'influence, en tout cas dans ce qui est prévu, sur l'argent qui est en circulation, pour être très global, à la Guadeloupe. Ça montre, en tout cas ça m'a interpellé, et montre combien la Guadeloupe reste extrêmement dépendante de ce qu'on appelle une économie tutélaire, c'est-à-dire que ce sont les transferts publics qui sont les principaux moteurs générateurs des injections initiales financières. Et c'est vrai que, quelle que soit la situation de la crise, ces transferts demeurent et, par conséquent, sont moins sujettes aux différentes fluctuations qui peuvent intervenir, y compris avec des éléments extérieurs. Par ailleurs, le chômage s'est, dit l'INSEE, relativement stabilisé. Or, il est sans conteste que la prise en compte d'un certain nombre de situations, en particulier le chômage partiel et certaines aides, ont contribué à limiter le nombre, l'afflux en tout cas au niveau du Pôle emploi, sachant qu'il s'agit d'une situation temporaire dont les conséquences devront être évaluées réellement à la fin du premier trimestre 2021. C'était juste ce préalable. Maintenant, la crise de la COVID-19 intervient dans un contexte de très grande précarité. Et pour avoir une idée de cette précarité, j'invite les téléspectateurs d'Éclair TV à consulter le numéro 43 de l'INSEE qui s'appelle Analyse Guadeloupe et le sérum, les comptes économiques rapides Outre-mer, qui a dressé un bilan 2020 des Outre-mer dont une partie s'adresse spécifiquement à la Guadeloupe. Et que constate-t-on? D'abord que près d'un Guadeloupéen sur 3 vit dans une situation de très faible revenu, moins de 780 €, et qu'une autre partie, donc à peu près entre 10 et 15%, vit dans des conditions de grande précarité. Ça veut donc dire qu'actuellement, un Guadeloupéen sur 3, en tout cas lorsqu'intervient la crise de la coronavirus, un Guadeloupéen sur 3 est déjà dans une situation de grande pauvreté, donc préexistante, sans compter bien sûr le taux de chômage qui est le plus important. Or, comment envisager les conséquences de la COVID-19 ? Je vous invite à consulter un rapport très intéressant puisque le Sénat a fait une audition. C'est le rapport 620, c'est le rapport d'information 620 du Sénat qui a été publié le 9 juillet 2020, qui a interrogé plusieurs acteurs économiques et qui a bien mis en évidence les dangers qui pèsent, y compris à partir de l'année 2021.
D'abord parce que la Guadeloupe est extrêmement dépendante de ces échanges extérieurs, en particulier dans le sens de l'importation. Vous aurez compris que les difficultés du secteur aérien vont considérablement ralentir ces importations et même d'ailleurs la consommation. Or, la consommation, c'est elle qui relance l'économie. Vous voyez bien que les statistiques montrent que les consommateurs restent prudents, méfiants, puisque la consommation est associée à un processus psychologique. Par ailleurs, vous constatez que 95% des petites et moyennes entreprises sont de très petites entreprises, surtout à la Guadeloupe, et que ces très petites entreprises ne peuvent pas non seulement bénéficier, ne sont pas éligibles aux différentes aides prévues, mais sont confrontées à une économie informelle que personne ne peut nier. Enfin, le tourisme, qui est l'un des, qui contribue entre 8 et 9% du produit intérieur brut de la Guadeloupe en fonction des chiffres, lui-même connaît un coup d'arrêt. Et nous sommes donc dans une situation où seuls les services, donc le tertiaire, en particulier le tertiaire non marchand, risquent de pouvoir maintenir un niveau d'activité à la Guadeloupe. Vous aurez donc compris que la situation va se compliquer puisque la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, le président a été également auditionné par le Sénat, et il estime que pour la Guadeloupe, en 2021, le tissu économique va perdre entre 15 et 20% de ses entreprises en perte totale et qu'environ les 30% des entreprises vont se retrouver en très grande difficulté. Nous sommes donc dans une situation qui est compliquée, d'autant plus que j'ai pu interroger un certain nombre d'assistantes sociales et de CECAS. Alors, les CECAS sont complètement débordés parce qu'ils délivrent des bons alimentaires, mais malgré les décisions modificatives qui leur ont permis d'avoir des crédits supplémentaires par les municipalités en particulier, eh bien, ces CECAS sont littéralement débordés, n'ont plus les fonds nécessaires pour pouvoir donner des bons alimentaires aux familles les plus nécessiteuses. Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est que j'ai consulté un certain nombre d'assistantes sociales de secteur qui reconnaissent que même les organismes qui aident les différents organismes de secours ont vu leur stock fondre complètement. Ça veut dire qu'il y a maintenant des familles qui s'appuyaient sur l'aide d'un certain nombre d'associations et qui se retrouvent quasiment livrées à elles-mêmes démunies, et que même les épiceries solidaires sont dans une situation de quasi-rupture de stock, en tout cas pour certaines denrées alimentaires. Ça veut dire que la précarité se sent, elle se perçoit, et même si on est encore quelque peu protégé par les transferts financiers, en particulier le fait qu'une grande partie de la population, par exemple, est au RSA, quel que soit le contexte, le RSA sera toujours versé. Cependant, il ne faut pas oublier que nous, Guadeloupéens, nous devons faire preuve de solidarité dans la mesure où les plus pauvres d'entre nous auront davantage besoin de nous et qu'à une situation de précarité va se succéder une situation de véritable, misère, et que pour éviter que cette misère sociale ne se transforme en tension sociale qui serait incontrôlable, nous devons faire preuve pour ceux d'entre nous qui en ont les moyens de générosité, de manière à anticiper une situation qui sera de toute façon très difficile. Les meilleures projections statistiques estiment que la Guadeloupe ne pourra retrouver son niveau d'avant Covid, malgré déjà la précarité, qu'en 2025, au plus tôt, dans le cadre où il y a une reprise de l'activité sur le plan national et international. Vous voyez bien que la Covid-19 que nous vivons sur le plan affectif comme étant un élément de privation de liberté n'a pas encore limité ses conséquences au fait que les lois soient liberticides. Elle aura également des conséquences sur le quotidien de bon nombre d'entre nous et seule notre solidarité sera en mesure de pouvoir permettre à la Guadeloupe d'être résiliente
sur le plan socio-économique. Nous avons donc terminé avec cet aspect de la COVID-19 et allons aborder les futures élections. Seront-elles ou pas reportées en fonction de quels critères? L'éventualité du report des élections départementales et régionales prévues initialement par la loi en juin 2021, les 13 et 20 juin plus précisément, suscite de nombreux débats au niveau de la classe politique. Donc, analysons d'abord les raisons sanitaires et ensuite les raisons politiques. Sur le plan sanitaire, il ne vous a pas échappé qu'avant-hier, il y a eu pas moins de plus de 45 000 cas au niveau national identifiés, et avec des services de réanimation en particulier en Île-de-France complètement saturés. Le Conseil scientifique s'était engagé à fournir au plus tard le 1er avril 2021 un rapport pour notifier au gouvernement, en tout cas sa position, sur le bien fondé ou non de tenir les élections. Est-ce que ce rapport nous sera délivré réellement le 1er avril ou sera-t-il légèrement différé au regard du rebond de la vague épidémiologiste? Écoutez, nous attendrons. Ce qui est certain, c'est que sur le plan de la procédure et des délais, 6 semaines avant les élections, les électeurs doivent être convoqués par décret. Ça veut dire que ça nous ramène d'ici à la fin du mois d'avril. Et d'ici là, il faudra que le Conseil scientifique donne son avis. Et cet avis peut avoir pour conséquence, à la limite, l'émergence d'une autre loi, puisque pour reporter les élections régionales et départementales, par exemple, au mois d'octobre ou novembre, peu importe, il faut à nouveau une loi et également la convocation nouvelle des électeurs par décret. Donc, incertitude concernant les futures élections, mais problèmes politiques qui risquent de se poser, puisque les élections présidentielles, il y a de fortes chances que le Conseil constitutionnel ne soit pas favorable à leur report. Et si on lit bien les termes de la Constitution, le report de ces élections doit presque nécessiter une modification de la Constitution, ce qui est une procédure extrêmement lourde par rapport aux élections, en tout cas présidentielles. Donc le gouvernement est dans une situation compliquée, puisque le report des élections au mois de septembre, octobre ou novembre risque de rapprocher ce scrutin 9 mois à peu près par rapport aux élections présidentielles, et il peut y avoir à la fois des interférences et des incidences. Interférences sur le plan du jugement politique. Imaginez-vous que lors de ces élections, la République en marche, actuel parti, en tout cas mouvement du président de la République, ne s'implante pas dans certaines régions ni dans certains départements. Il est incontestable qu'à un moment donné, il risque d'y avoir dans le jugement politique 9 mois après un phénomène d'incidence qui pourrait être défavorable à l'actuel président de la République. Deuxièmement, la proximité de ces élections risque de favoriser l'abstention. Et quand on sait que les candidats commencent à émerger, en particulier, vous avez entendu la candidature de Xavier Bertrand pour la droite, qui a dit qu'il sera candidat, quelle que soit la stratégie décidée par son parti, y compris si ce parti, les Républicains, décide d'organiser des primaires. Il s'ensuit comme incidence directe que la candidature d'un certain nombre de leaders avec la combinaison d'une très forte abstention qui serait liée à un certain agacement de se rendre aux urnes de manière aussi récurrente peut profiter, en tout cas mettre l'actuel président de la République en difficulté,
dans la mesure où son aile droite est déjà rognée, entre guillemets, en partie par le Rassemblement national, mais la candidature de Xavier Bertrand devrait encore affaiblir davantage cette aile droite et par conséquent mettre le potentiel électoral de l'actuel président dans une situation difficile, même s'il peut toujours éventuellement, en cas de deuxième tour, compter sur un front républicain dont je ne suis pas certain qu'il fonctionnera comme il a pu fonctionner en 2017. Attendons donc les conclusions du Conseil scientifique, mais il est indéniable que si la situation continue à se dégrader sur le plan des taux d'incidence comme nous le connaissons à l'heure actuelle, organisée, plus importante d'ailleurs qu'en mars 2020, la conséquence première sera vraisemblablement un report des élections, mais dont les conséquences à la fois démocratiques par rapport à l'abstention, mais également politiques par rapport aux incidents sur l'échiquier politique, devraient être analysées avec beaucoup de précaution. Merci pour votre attention sur Éclair TV. Nous allons rentrer en semaine de Pâques, donc nous n'aurons pas d'émission vendredi prochain. Dans tous les cas, que la semaine vous soit pleine de recueillement, qu'elle vous soit également pleine de sérénité. Bonne soirée.